c'est la séance 3 de la journée d'études et elle s'intitule « La culture révélatrice de la vitalité démocratique ». Point d'interrogation. Alors, nous commençons par une intervention à 3 voix, si j'ai bien compris. Donc, le titre de l'intervention, c'est « Entre politique d'attractivité territoriale et revendications sociales, la culture comme révélateur des tensions urbaines à Salvador de Bahia et Toulouse ». Alors, les 3 voix, je vais vous présenter chacun d'entre vous et merci d'avoir envoyé votre bio. Simplement, peut-être pour vous rappeler qu'on s'était mis d'accord sur le principe que c'est une présentation à 3 voix, mais qui devra durer 20 minutes. Et d'ailleurs, que ce n'est pas 3 fois 20 minutes. J'exagère un peu, hein. Donc, je suppose que vous êtes organisés entre vous, mais moi, je présente donc Arnaud Lionel, professeur en sociologie à l'Université de Toulouse 3 Paul Sabatier et membre du laboratoire des sciences sociales du politique. Il est l'auteur de La politique des tambours, culture populaire et contestation postcoloniale en Martinique, paru aux éditions Cartala, Sciences Po Ex. Il dirige à l'heure actuelle 2 équipes de recherche. Corinne Siino est professeure d'urbanisme et d'aménagement du territoire à l'Université de Toulouse 2, rattachée au LIST CIeux. Elle a publié avec une collègue un chapitre dans un ouvrage collectif, Le droit à la ville en France et au Brésil. Julie Laureau est anthropologue et professeure à l'Université catholique de Salvador. A publié Fêtes populaires et carnaval, le commerce de rue en temps de fête à Salvador de Bahia. Bonjour à tous. Bon, nous sommes très heureux de participer à cette journée d'études. Je vous remercie pour cette organisation. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des séminaires sur les pratiques culturelles et la ville. Et bien que ça s'organise à distance, ça nous arrange un petit peu parce que la banalisation finalement de ces outils de visio, ça a au moins un avantage, c'est de nous permettre de réaliser cette présentation en direct du Brésil, en la personne de Julie Laureau. Alors ceci étant, comme vous l'avez dit, une communication à 3 voix pour présenter une comparaison binationale, c'est une gageure, surtout en 20 minutes, et nous nous excusons par avance du caractère quelque peu générique, précipité, partiel des données que nous allons vous présenter. Alors, les premiers résultats de la recherche que nous vous présentons ici partent d'un constat, celui de la globalisation et d'une concurrence territoriale croissante qui oblige les territoires, et les villes en particulier, à développer leur attractivité. Ça a été dit notamment dans la première partie de cette matinée. Et qui conduit parfois à assimiler leurs politiques culturelles à des démarches de marketing territorial et à ne plus s'adresser finalement qu'à un public solvable, éduqué, sensible aux innovations artistiques et technologiques. Au risque, du coup, de renforcer l'invisibilisation des dynamiques culturelles à l'œuvre dans les périphéries de ces villes. Or, dans les territoires marginalisés, que ce soit les favelas au Brésil, les quartiers politiques de la ville en France, on observe des mobilisations culturelles, qu'elles soient artistiques, sportives ou autres, qui se développent en lien étroit avec les conditions d'existence sociale et matérielle des populations qui les habitent. Et en ce sens, les différences des formes et des lieux de pratique des habitants illustreraient des tensions socio-spatiales, mais aussi raciales dans la ville. Alors, quelques mots sur le contexte de cette recherche. Parce que l'objet de cette communication, c'est donc de comprendre les dynamiques culturelles à l'œuvre dans les villes de Salvador de Bahia, au Brésil, et de Toulouse, en France. Donc, elle s'inscrit dans le cadre d'une recherche comparée sur la reconnaissance des droits culturels des habitants des quartiers ségrégués, qui implique plusieurs chercheurs qui résident dans les villes de Salvador de Bahia, du Cap, en Afrique du Sud, et de Toulouse, et qui s'inscrivent dans des horizons disciplinaires variés, l'anthropologie, la géographie, la sociologie, les sciences politiques. Aujourd'hui, nous avons une géographe, une anthropologue et un sociologue. Nous nous intéresserons aujourd'hui uniquement aux villes de Salvador et de Toulouse. Alors, de façon sans doute un peu significative, la distribution des communications de ce matin a mis l'accent d'une part en France sur le rôle structurant des institutions culturelles, tandis que les recherches développées en Amérique latine se sont davantage intéressées aux pratiques culturelles et artistiques des habitants.
Dans cette communication, on va essayer, hein, c'est pas, je dis que c'était une gageure aussi à ce niveau-là, d'envisager de relier les politiques culturelles et les mobilisations culturelles des habitants, en décrivant tout à la fois la façon dont les institutions culturelles contribuent en France, mais aussi au Brésil, à orienter les pratiques culturelles, et la façon dont les habitants des quartiers populaires de Salvador de Bahia et de Toulouse parviennent à s'en émanciper. Je laisse la parole à Corinne pour détailler le cadre général. Alors, bonjour à tous. Très rapidement, j'enchaîne. Ce que nous vous présentons ici dans ces cartes, enfin ce que nous souhaitons présenter, c'est surtout la mise à distance résidentielle des habitants qui sont d'origine de minorités ethniques et culturelles, noires ou afro-descendantes, et qui ou maghrébines pour la France et africaines également, et qui sont aussi des populations pauvres. Comment ça se traduit dans l'espace urbain? C'est pas des choses très nouvelles, c'est des processus de mise à distance spatiale d'une part. Alors à Salvador, ça se traduit sous la forme de ce qu'on appelle des périphéries, qui ne sont pas justement des quartiers périphériques, mais qui à l'origine étaient des quartiers très proches du centre, qui se sont ensuite déportés vers la périphérie. Ah ben, je peux avoir la souris, c'est génial. Et en fait, qui sont qualifiés de périphérie parce qu'ils ne sont pas... Alors, ils se sont éloignés et sous forme aussi d'invasion, d'appropriation illégale. Et donc, ils ne sont pas desservis par les transports publics et il y a très peu de services dans ces quartiers, d'où le terme de périphérie finalement. Et l'autre caractéristique, ce sont des quartiers qui fonctionnent en vase clos dans la mesure où la population noire qui réside n'en sort pas ou est très rarement tolérée dans les quartiers blancs, sauf si elle y travaille, et inversement, la population blanche y rentre aussi très rarement. Pour ce qui concerne Toulouse, on est sur un processus un peu différent. Alors, à l'échelle communale, on a des quartiers qui, à l'origine, étaient à la périphérie et dans des territoires assez peu densément urbanisés, qui sont les quartiers de grands ensembles d'habitat social et qui progressivement ont été intégrés par l'urbanisation et la densification et désenclavés par des lignes de transport en commun et de bus. Mais en même temps, donc là, les populations peuvent en sortir, mais en même temps, il y a quand même assez peu de populations qui n'y habitent pas, qui rentrent, sauf pour travailler. Donc, dans les deux cas, on a des mises à distance résidentielles qui traduisent quand même, de notre point de vue, des modèles qui sont, alors bien sûr avec des évolutions, hérités de la colonisation et qui mettre en place des sociétés qui, au mieux, s'ignorent et le plus fréquemment même se rejettent. Avec une différence quand même qui est majeure, c'est l'intrusion policière armée, violente qui existe dans les périphéries à Salvador et qui est quasiment quotidienne, qui est beaucoup moins fréquente et qui se fait plus sous forme de contrôle dans certains de ces quartiers comme ceux du Grand Mirail à Toulouse. Alors, derrière ça, on a voulu voir comment les manifestations culturelles pouvaient attester ces éléments de distanciation et d'opposition, on va dire, de tension, et quel rôle pouvaient y jouer ces territoires. Lionel, est-ce que tu peux faire changer la diapositive? Voilà, on est parti donc dans notre travail de 3 hypothèses qui sont inscrites ici, donc je ne vais pas les répéter, mais la première qui signifierait qu'on aurait des offres qui visent à distinguer des lieux et des publics. La deuxième qui signifierait, qui correspondrait à la recherche d'une reconnaissance dans le monde culturel et artistique hors des circuits traditionnels qui sont peu accessibles pour ces populations. Et la troisième qui, en fait, serait celle d'une acception élargie pour entendre le droit culturel et le droit à la culture, et qui s'appuierait en fait sur des formes alternatives de production culturelle pour revendiquer des droits à la vie. Et ces 3 hypothèses, on a essayé de les tester sur
ce qu'on appelle les 3 échelles d'analyse, mais qui ne sont pas des échelles à prendre au sens spatial, plutôt des niveaux, on va dire. La première, c'est celle de manifestations culturelles qui visent a priori l'ensemble de la population et sont portées par des politiques municipales. La deuxième, c'est celle de politiques publiques culturelles qui visent à intégrer les minorités. Et la troisième, c'est les manifestations et les productions, le troisième niveau ou la troisième échelle, qui émanent des groupes racisés et ethnicisés. Et c'est dans ces 3 champs qu'on a cherché nos exemples. Et je laisse la parole à Julie pour commencer à exemplifier. Bonjour à tous et à toutes. Donc, le premier niveau d'analyse que je vais aborder à présent, à partir d'un événement emblématique à Salvador de Bahia, qui est son carnaval. Ce premier niveau d'analyse, il va nous aider à mettre en valeur ou à révéler le processus de légitimation qu'on pourrait appeler d'une dépossession culturelle ou d'un processus d'appropriation culturelle à partir de ce qu'on a appelé la démocratie raciale, que certains vont décrire comme une idéologie, d'autres comme un mythe fondateur de l'identité brésilienne, et qui est de fait ce qui va donner le caractère et qui va exalter le métissage pour définir ce que serait le brésilien, l'identité brésilienne. Cependant, cette démocratie raciale qui a été largement développée par des intellectuels et des artistes au début du XXe siècle baigne à cette époque encore dans les théories raciales, et on peut observer dans la démocratie raciale, même si l'idée est d'un joyeux métissage, il y a en fait derrière largement une hiérarchie de valeurs raciales. Du coup, si on se penche sur le cas du carnaval, on peut observer que les groupes culturels des jeunes de la périphérie, on connaît en France par exemple les cortèges afro comme le Ileaye, Olodum. Plus récemment, il y a des groupes de pagode, qui est un style de samba moderne, vont servir largement à l'image de marque du carnaval, donc qui est organisée par la mairie de Salvador. D'un côté, donc, cette image de marque repose sur les composants musicaux et visuels de ces initiatives culturelles. Pourtant, d'un point de vue pratique, les politiques culturelles et les institutions qui mettent en œuvre le carnaval et les grosses productions vont privilégier la chaîne music, un style musical dont les acteurs principaux, donc les artistes qui seront mis en avant et largement subventionnés, sont des artistes blancs qui sont censés représenter l'âme du carnaval bahianais et donc porter en eux cette hachée. L'hachée, c'est au sens propre du terme, c'est l'esprit saint de la religion afro-brésilienne qui est donc porté par des artistes blancs, par des grosses productions, au détriment des groupes des jeunes de la périphérie qui souvent sont bien moins atteints, touchés et profitent bien moins des politiques culturelles durant le carnaval. Je laisse à présent Corinne présenter l'exemple de Toulouse. Alors pour Toulouse, on a comme au Brésil la volonté de présenter des manifestations culturelles qui rassembleraient l'ensemble de la population et qui visent aussi à l'attractivité et au rayonnement de la ville. Il faut savoir que la ville a longtemps était peu intéressée par des mobilisations culturelles dites mineures ou populaires. Et depuis quelques années, la politique municipale s'appuie sur des réalisations qui se déroulent, qui sont dans l'espace public pour servir la valorisation médiatique de la ville. Un bon exemple, c'est celui de la compagnie de théâtre La Machine, que beaucoup de gens connaissent parmi vous probablement. En novembre 2018, la compagnie a produit et réinterprété le mythe d'Ariane avec un minotaure et une grande araignée dans les rues du centre ancien de Toulouse. Et elle a associé de cette manière un petit peu le patrimoine historique et architectural de la ville et la modernité technologique, puisque c'était des marionnettes actionnées, etc. Et
bien entendu, ça a eu beaucoup de succès auprès d'un public assez diversifié, autant local qu'extérieur. Et par ailleurs, la halle des machines, qui accueille une exposition permanente de François de la Rosière, participe aussi au rayonnement culturel de la ville, car elle est localisée dans une ZAC moderne appelée Aerospace Valley, qui réunit aussi d'autres équipements culturels sur lesquels je ne développe pas. Mais cependant, les publics qui n'ont pas ces références culturelles sont à distance pour deux raisons. D'une part, cet équipement de la halle des machines, il n'est pas desservi par le métro, il est assez peu accessible, pratique, on va dire, en bus. Et d'autre part, il présente un accès sélectif de par le coût d'entrée qui est de 10 euros de 11 ou 12 euros pour un adulte et 4 euros pour un enfant. Et si on veut aller à bord des machines, il faut doubler le prix. Donc voilà, on a une politique culturelle qui vise au rassemblement ou qui se prétend rassembleuse, mais qui ne favorise pas en fait un mieux vivre pour tous. Et ces propositions culturelles qui visent plutôt un public solvable de touristes ou d'habitants et visent aussi à une attractivité presque résidentielle de certaines catégories de population. Et à la différence de Bahia, là il s'agit moins à Toulouse d'attester un brassage socio-culturel que de mettre en valeur une politique municipale et de mettre en valeur la ville dans une compétition au moins nationale. Je laisse la place à Julie. Donc, le deuxième niveau d'analyse est celui des politiques culturelles pour la périphérie. Donc, je vais faire deux observations. Une qui va justement nous aider à comprendre comment la spatialisation de ces politiques dans la ville. On a une carte ici, vous voyez en bleu, ce sont des espaces culturels, des centres culturels qui sont plutôt dans la région centrale du centre historique. En rouge, les points de culture. Donc les points de culture, c'est une politique à l'origine justement faite pour des initiatives culturelles des périphéries qui permettent de visibiliser et d'officialiser des groupes culturels des périphéries. Pourtant, dans un relevé qui a été fait par une étudiante à Corinne et à moi de l'Université de Toulouse, on peut observer, grâce à son relevé de Romina Eushi, que ces points de culture ont tendance également à se trouver près du centre historique. Donc, d'un côté, des politiques culturelles pour la périphérie qui sont déjà assez rares et très récentes et qui, en plus, n'arrivent pas toujours à atteindre leur objectif. D'un autre côté, à partir d'une recherche, d'un exemple d'une étude de cas qui a été faite également par Romina Eushi, de l'espace Avança, dans un quartier périphérique, le Barrio da Paz, on observe que cet espace arrive ponctuellement à obtenir une subvention qui permet de faire rayonner des groupes locaux, mais cette subvention n'a pas de suivi dans le temps. Donc, une fois, elle arrive à obtenir cette subvention, mais ensuite, elle n'y arrive plus. Et qu'en plus, cet espace sert également à accueillir des initiatives. Ils accueillent l'orchestre infanto-juvénile, le Néo-Jiba, qui vise la formation des jeunes de la périphérie. On leur apprend un instrument et quand ils vont se présenter dans le grand théâtre du centre de la ville de Salvador, soit une hiérarchie également entre les équipements culturels qui font que ce qui est bien vu, ce qui est désiré, c'est toujours d'amener la culture vers le centre et non pas de faire réellement rayonner les initiatives dans leur quartier d'origine. Je passe la parole maintenant à Corinne.
Alors, cette carte ici, c'est une carte assez traditionnelle dans ce qu'elle reflète à travers la distribution d'équipements culturels concentrés dans la ville-centre et d'équipements culturels et socio-culturels et puis d'équipements de loisirs et de sport qui sont beaucoup plus sur la périphérie. Donc, on peut voir là déjà une certaine différenciation. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que ça ne rend pas compte, en fait, d'autres formes de différence de production qui existent dans les quartiers de périphérie. En fait, dans le cadre de la politique de la ville, il y a un fonctionnement qui se réalise par appel à projet sous des formes très traditionnelles de convention entre le ministère de la Culture et de grands équipements ou entre le rectorat et des associations pour monter des spectacles, mais dans des cadres déjà bien bornés. À côté de cette offre classique, on trouve aussi d'autres projets qui proposent aux habitants de participer à des productions et de réaliser eux-mêmes des productions. Alors, un des exemples, c'est la compagnie de Nelson Dumont qui, depuis 2007, est progressivement arrivée à faire jouer par les habitants le récit de leur histoire et de leur vécu, des habitants de ces grands ensembles. Et non seulement il y a eu cette évolution, mais en plus il y a eu des liens qui se sont créés dans le cadre d'un centre d'art et d'initiative qui est à l'Université du Mirail et qui permet de sortir simplement du quartier et de diversifier le public. Et donc, ici, on a une reconnaissance locale dans une certaine mesure qui transforme les représentations négatives des jeunes et des adultes de tout âge à travers ces productions. Mais en même temps, quand même, le fait que ça reste localisé dans les quartiers de politique de la ville entretient une séparation avec le reste de la ville et surtout avec le centre. Et en même temps aussi, la dimension de formation et d'appui pédagogique qui est mise en œuvre dans le cadre de ces montages, on va dire quand même, et dans le cadre surtout des structures de la politique de la ville, ne trouve pas d'écho auprès de certains groupes qui refusent cette dimension sociale territorialisée et ces dispositifs. Et donc, on a finalement, dans le cadre de ces types d'équipements et de production qu'on retrouve, une différence entre l'offre pour des catégories sociales intégrées, l'offre pour des bénéficiaires de la politique socio-culturelle et à l'intérieur des tensions entre différents types de production. Et là, on a une certaine similarité en France et au Brésil. Alors, si on regarde l'offre culturelle qui est valorisée à Salvador de Bahia et à Toulouse, les habitants des quartiers populaires sont soumis à une triple exclusion géographique, matérielle et symbolique. Pour autant, on ne peut pas dire qu'ils sont enfermés dans une quelconque communauté séparée du reste de la société, pour reprendre une terminologie politique à la mode. Ces habitants, en tout cas c'est ce que nous avons observé dans les deux villes, et notamment les plus jeunes d'entre eux, se révèlent en effet particulièrement mobiles et connectés à des espaces qui ne sont plus seulement ceux du quartier ou de la ville où ils résident. On peut par exemple noter à Toulouse comme à Salvador de Bahia que certains habitants se tournent vers des logiques d'auto-organisation, formelles ou non formelles, de façon à combler un certain manque en termes de représentation et de reconnaissance. Et en ce sens, la production hors des cadres et d'espaces normés par les politiques culturelles institutionnalisées correspond ici à un troisième niveau d'analyse, celui d'une expression culturelle qui parviendrait à contourner les institutions culturelles, voire à s'autonomiser. À Toulouse, ce type de mobilisation et d'expression peut être illustré par les pratiques d'un petit groupe de traceurs de Toulouse, du nom donné aux pratiquants de parcours, donc qui sont confrontés à l'absence d'équipements sportifs accessibles et soucieux de se retrouver hors des cadres institutionnels. Donc ces jeunes habitants du quartier du Mirail, dans le sud de Toulouse, ont commencé dès l'âge de 13-14 ans à pratiquer cet art du déplacement, dont l'enjeu va consister à détourner l'usage fonctionnel des mobiliers, des lieux d'habitation, des places publiques, pour tracer, pour
avancer malgré les obstacles à l'aide de différentes acrobaties vertigineuses sur un parcours plus ou moins éphémère. Ils ont par exemple créé un collectif informel qui s'appelle la Team Balam pour pratiquer cette activité physique, d'abord dans leur quartier, puis ailleurs dans la ville, pour explorer des lieux propices à la déambulation urbaine et qui va marquer le caractère fluide de cette pratique. Et donc, envisager l'ensemble de la ville comme territoire d'action et d'expression contribue ici, chez eux, à déségréguer leurs pratiques et leurs représentations. À toi, Julie. Bon, le premier exemple que je prendrai à Salvador est celui du Sarau da Onça, qui, je traduis, signifie le slam du jaguar, donc des compétitions de poésie scandée ou chantée. Pourquoi le slam du jaguar? Le jaguar fait référence directement au nom du quartier dans lequel s'inscrit cette initiative de jeunes de la périphérie. Le quartier est Susuaran, soit le nom du puma de l'Amérique. Donc, les jeunes s'organisent autour du nom du quartier pour créer un espace de parole qui va servir d'un côté à revaloriser un quartier qui est normalement stigmatisé de par les médias et l'opinion générale en tant que périphérie et donc stigmatisé par la violence. Donc, ils retravaillent à partir de la poésie l'image du quartier et leur propre image en travaillant comme un espace de partage et de cure autour des problèmes et de l'exclusion qu'ils rencontrent au quotidien. Donc, ils vont travailler beaucoup les questions du racisme, du sexisme dans ces poésies dans lesquelles ils vont partager dans cet espace périphérique. Pourtant, ce n'est pas un espace fermé sur lui-même puisque les périphéries s'organisent en slam. Il y a des concours qui vont avoir lieu dans différentes périphéries. Une fois qu'il y a des gagnants, ces gagnants vont s'organiser avec des périphéries d'autres villes. Les finales des compétitions de slam ont lieu à São Paulo. Et j'ai vu l'année dernière qu'il y avait également des tournois de poésie de slam en France, par exemple, qui accueillent les vainqueurs de différents pays. Donc ça, pour montrer à la fois la réappropriation du quartier, la revalorisation et la possibilité de connecter ces quartiers, ces périphéries normalement fermées sur elles-mêmes, entre elles. Sur le caractère, voilà, pour terminer, sur le caractère de mise en réseau, on voit que l'utilisation du numérique permet justement à ces jeunes de la périphérie qui sont maintenus à l'écart, maintenus à distance des politiques culturelles traditionnelles. Cela leur permet de s'autoproduire, de diffuser leurs idées, de se connecter entre eux et d'occuper ainsi ce qu'on pourrait appeler des interstices, si on reprend les termes de Michel Agier dans l'anthropologie de la ville, occuper des interstices urbains ou institutionnels dont je pense le numérique fait partie. De façon un petit peu générale, on peut dire qu'il y a une nouvelle génération qui tend à émerger, on peut tous le constater, en France comme ailleurs dans le monde, via l'usage des réseaux sociaux sur Internet et la généralisation d'un certain nombre de supports technologiques qui réunissent quasiment toutes les formes d'expression et pour lesquelles les différences d'usage entre les groupes sociaux des adolescents sont bien moins marquées que celles des générations plus âgées, voire même entre classes sociales, si on en croit par exemple la dernière enquête sur les pratiques culturelles des Français. Au-delà, les réseaux sociaux constituent un outil de liaison et puis de rencontre primordial pour les traceurs sur les spots locaux, nationaux ou internationaux, si on s'intéresse aux traceurs de Toulouse. La diffusion d'images, de sessions relayées par Internet va favoriser une ouverture géographique des relations et va contribuer au développement de ces pratiques. Et en retour, l'audience d'Internet, qu'ils alimentent par des vidéos qu'ils ont faites eux-mêmes sur le web, qu'ils vont poster sur le web, les conduit eux-mêmes à devenir des experts des outils numériques, matériel, prise d'image, montage. Par exemple, les membres de Team Balam se sont découverts une passion pour la réalisation et la mise en scène cinématographique, au point de réaliser leur propre court-métrage, écrire leur scénario et s'initier au jeu d'acteurs. L'un des membres du groupe envisage de faire carrière comme réalisateur. Il a vu une de ses productions sélectionnées au festival Series Mania parrainé par Netflix. Et il vient tout juste, c'est cette semaine, tout juste de décrocher une bourse de 3 500 € du département de la Haute-Garonne pour tourner le pilote d'une émission touristique et de divertissement. En ce sens, la pratique du parcours a permis d'amorcer, et la pratique auto-organisée du parcours, même s'il faudra nuancer un petit peu plus tard, a permis d'amorcer chez lui, comme chez ses camarades, une appétence
pour d'autres pratiques artistiques et découvrir de nouveaux univers. Je ne sais pas si Julie, tu veux rajouter quelque chose sur le numérique? Non, c'est bon? Pardon, non, j'avais déjà fait la transition. Merci. D'accord. Et donc, ce contexte technologique, il induit aussi une nouvelle approche du travail de production culturelle, hein, que l'on peut résumer via l'idéal type de la start-up, hein, qui fascine les jeunes du quartier du Mirail, dans la mesure où ils l'envisagent comme une structure hiérarchique très légère et horizontale, un niveau de responsabilité, de créativité et de polyvalence très élevé. Et surtout, la promesse, plus ou moins fantasmée, de devenir son propre patron et, par exemple, d'éviter les plafonds de verre institutionnels, voire ratios. Et il faut néanmoins noter que les traceurs du Mirail ont pu compter sur l'aide d'associations de quartier de type socioculturel qui s'efforcent de développer, avec le soutien des pouvoirs publics locaux et nationaux, des espaces collectifs de co-construction d'autonomie et de participation des habitants, et qui font ici de la culture un instrument, un outil de transformation sociale et d'inclusion des publics éloignés de l'emploi. Les jeunes de Timbalam, par exemple, qui ont trouvé, par exemple dans l'association Delarte au Mirail, non seulement une écoute et un encouragement, mais aussi un soutien technique et politique pour contourner les pressions institutionnelles, déclarations en association, encadrement, réglementation, dont ils, passez-moi l'expression, se foutent. Pour autant, ces jeunes en particulier sont soucieux de rester à l'écart de la vie associative en tant que telle. Et ils tentent finalement à faire de l'association un tremplin, un incubateur de projets, voire d'entreprises marchandes, bien plus qu'un lieu de débat et d'implication démocratique. Julie? Bon, rapidement peut-être sur le caractère éphémère et la capacité à se réinventer. J'ai mis une image du groupe de poésie Resistência Poética, qui est un groupe de poésie, donc scandé, de slam, mais qui actue de préférence dans les bus. Donc, on retrouve ce caractère fluide d'occuper les interstices à la fois urbains, réels, concrets, à la fois à travers de l'outil numérique. Pourtant, ce qui est intéressant à observer, ce groupe existe déjà depuis plusieurs années, mais depuis le début de la pandémie, sur leur page, j'ai observé qu'il y a beaucoup plus de postages, d'annonces pour suivre des joueurs, des gamers de vidéo games, plus que réellement de sujets sur les slams. Donc, comme on sait que pendant la pandémie, tout le secteur culturel a été extrêmement touché, j'ai l'impression qu'ils sont en train de de continuer ils se réinventent en fait à partir de l'usage du numérique et d'autres activités comme celle de gamer qui a besoin d'avoir un nombre de personnes qui le suivent. Et quand la pandémie se terminera, on ose espérer que le Resistência Poética retrouvera son activité dans les bus de Salvador. Donc les bus qui est le lieu par excellence de circulation pour la population la plus pauvre de Salvador. Et ils occupent ces espaces dans l'idée de conscientiser justement les gens de la périphérie à partir de la création de leur poésie absolument dans laquelle ils vont pouvoir revendiquer tout leur droit à exister. Alors, pour conclure très rapidement, il est clair que les discriminations, les inégalités de traitement des populations racisées et ethnicisées n'ont pas la même intensité au Brésil et en France, y compris en matière culturelle. Et c'est vrai également lorsqu'on les compare à l'Afrique du Sud. Il ne s'agit pas de faire des comparaisons audacieuses et déplacées, mais il est intéressant néanmoins d'abord de noter que les processus de ségrégation sont assez comparables, même s'ils ne sont pas de la même intensité, ils existent dans les trois pays et ils ont des ressorts qui sont assez communs. Il faut noter aussi que l'espace urbain dont sont originaires les populations ségrégées de Salvador de Bahia et de Toulouse joue dans les deux cas, précisément parce qu'il est ségrégé, un rôle de point d'appui dans leurs revendications qu'il s'applique à valoriser. Il s'applique à valoriser leur espace, mais aussi une différence et à faire reconnaître leurs droits. Et donc, à côté, voire contre un marketing urbain où la production culturelle sert un discours qui va valoriser un patrimoine, des créations et une culture apte à séduire les populations les plus solvables économiquement, ces quartiers, ces lieux de vie, les lieux de vie des populations racialement et ethniquement minorisées, et pas que, font montre d'une dynamique culturelle qui entend contourner les cadres institutionnels et où les nouvelles technologies jouent un rôle de plus en plus déterminant. En ce sens, des mobilisations et des expressions culturelles telles que le slam, le parcours, mais on pourrait ajouter aussi, on s'est aussi intéressé à la musique, à la danse, au futsal, au webjournalisme,
Toutes ces pratiques plus ou moins auto-organisées, hein, bon, il ne faut pas exagérer le terme, mais on doit toujours plus ou moins toujours s'appuyer sur des ressources, elles construisent des formes culturelles qui sont en tout cas alternatives au cœur de ces lieux délaissés et ou dénués de valeurs sensibles et symboliques. Et cette réalité n'est pas entièrement nouvelle, hein, on le sait bien, mais sans pour autant sombrer dans une forme de béatitude à l'égard des nouvelles technologies de l'information, l'esprit d'autodétermination vis-à-vis des institutions culturelles et socioculturelles trouve aujourd'hui dans les outils numériques un moyen de promotion et de diffusion qui va favoriser une certaine autonomie des habitants des quartiers populaires, mais qui va surtout leur permettre de se faire connaître et reconnaître et de se connecter au-delà des frontières de leur quartier et même de leur ville. Voilà, je vous remercie, j'espère qu'on n'a pas été trop long. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous trois. Hein. Disons que vous nous avez, dans le cadre de cette comparaison binationale et multidisciplinaire, vous avez réussi à nous donner à voir la complexité des relations ville et culture. C'est vraiment très dense et très intéressant. Vous avez, en plus, par rapport aux présentations, aux interventions précédentes, mis l'accent sur les réseaux sociaux et les usages numériques, ce que généralement on prend plus difficilement en compte quand on parle de pratiques culturelles ou de politique culturelle. Voilà. Et puis, vous distinguez bien donc les politiques culturelles, mais votre travail consiste à identifier ce que vous appelez les expressions culturelles alternatives, donc des habitants des quartiers relégués. Et vous avez donné l'exemple des traceurs de Toulouse Mirail. Et puis, vous avez parlé d'interstices urbains. Moi, je pense que ce sera intéressant dans le cadre du débat. Je suis désolée, on ne peut pas avoir un débat juste après votre présentation, mais je retiens que cette notion d'interstice urbain nous parle, en même temps, bien entendu, que réseaux sociaux, mais interstice urbain parce qu'on est dans ce rapport ville-culture. Hein. C'est cette relation ville-culture que nous essayons d'interroger aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.